L'Alsace, prononcée Alsace, est une région culturelle et historique française. Elle fait partie de la région administrative Grand Est et couvre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. De 1982 à 2015, la région Alsace était aussi une région administrative réduite aux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Fin de citation. Ces quelques lignes, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un copier-coller de Wikipédia. Ce n'est pas pour que vous croyiez que les journalistes font ça souvent, même si ça leur arrive parfois, mais c'est pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance. C'est de cette Alsace devenue culturelle et historique, qui n'est plus une région administrative, dont nous allons parler avec Pierre Kretz. Alors Pierre Kretz, faut-il le présenter? Un enfant de l'Alsace centrale, qui a penché son droit en Alsace et en Allemagne, qui a été avocat, on le sait, pendant un quart de siècle quand même, et puis qui a, l'expression aiguille, tombé la robe juste avant ses 50 ans, et qui depuis s'est consacré à l'écriture. Il faut dire que le théâtre déjà l'avait un peu travaillé, mais c'est écrivain qui est désormais imprimé sur sa carte de visite. Alors quelques titres quand même, il y avait eu déjà La langue perdue des Alsaciens, ça c'était en 1994, mais là ensuite ce fut Gardien des âmes, à la nuit bleue, en 2009, un livre qui a été traduit en allemand, et puis vous savez peut-être adapté au théâtre également. Et puis en 2005, le Quand j'étais petit, j'étais catholique, traduit lui aussi, puis avec sa femme Astrid Ruff, L'Alsace pour les nuls, c'est chez First, et c'était en 2010. Et puis ensuite une incursion dans le domaine du roman policier régional, on ne comprendrait pas que je ne le dise pas, avec Le disparu de la route des vins, Berger éditeur, 2013. Et puis je n'oublie pas, il y a 2 ans, je crois, le récit bilingue, français-alsacien, Je suis une méchante femme, c'est aux éditions du Tourne-Ciel. Mais alors l'écrivain s'est aussi fait essayiste, et même franchement pamphlétaire. Avec le nouveau malaise alsacien, c'était au printemps 2015, au Verger, un petit livre, vous vous en souvenez, écrit sur un coup de colère face à la réforme territoriale votée en 2014, et dont on sait qu'elle a fusionné au 1er janvier 2016 l'Alsace avec les régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Et avec votre nouveau pamphlet, L'Alsace n'existe plus, c'est sur ce même terrain que vous reprenez la plume pour, et je reprends simplement les mots de la 4e de couverture, approfondir la réflexion engagée face à ce que vous appelez un mariage forcé, une absurdité bricolée dans un climat politique où vous discernez beaucoup de bêtises et de lâcheté. Voilà qui est dit. Alors donc Pierre Kretz, très logiquement, ce sera ma première question. D'autres, les citoyens, des acteurs culturels, des élus, ont tourné cette page-là. Est-ce qu'on ne va pas vous reprocher de ronger indéfiniment le même os? Pourquoi finalement 224 pages de plus? Ouais, il y en a sûrement qui doivent me le reprocher. Sûrement disent encore Kretz, il revient, il n'a pas fini, il a encore un truc. Mais là, sûrement, il y en a forcément qui vont le dire. Pourquoi j'ai écrit ce 2e livre? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que dans les différents livres que vous avez cités là, les livres que j'ai écrits, je me dis jamais, tiens, maintenant je vais écrire un livre sur, ou maintenant je vais écrire telle histoire, etc. Les histoires s'imposent à moi, elles viennent, j'en ai toujours 2 ou 3 sur le feu, puis il y en a une qui en général décolle, et c'est celle-là qui, quelquefois dans un livre, pas toujours. Donc si j'écris ce livre, c'est pas que je me suis dit, maintenant il faut approfondir, comme... c'est vrai que c'est un approfondissement, mais je ne me suis pas dit, maintenant il faut que tu écrives de nouveau là-dessus. C'est venu tout seul, au fil de l'actualité, au fil de la lecture de la presse quotidienne, en particulier d'un certain journaliste, Jacques Fortier, de ce que j'entendais, de ce que je sentais, de ce que je percevais. Le livre s'est écrit tout seul. En fait, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, c'est, voilà, il s'écrivait au fur et à mesure de ce que je ressentais, de ce que je lisais, de ce que j'analysais, de ce que j'entendais autour de moi, et voilà, le résultat est là. Alors, un mot du titre quand même, l'Alsace n'existe plus, il y a des guillemets autour, ces guillemets c'est parce que c'est une citation du président François Hollande, donc il faut rappeler les circonstances. Oui, alors François Hollande, à la sortie d'un conseil franco-allemand entre lui et Angela Merkel à Metz, a rencontré des étudiants. Et parmi ces étudiants, il y avait 2 Alsaciens qui m'ont dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait là avec cette réforme territoriale ?» Et François Hollande a répondu « Mais l'Alsace n'existe plus. » Alors on peut me dire qu'il l'a dit sur le mode de la plaisanterie, mais il a dit beaucoup de choses sur le mode de la plaisanterie. Ça ne change rien à l'affaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'un président n'aurait pas dû dire, celle-là en particulier. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû faire, celle-là en particulier aussi.
Vous voyez, donc le titre vient de là. Alors avec Pierre Marchand, mon éditeur, ici présent, que je salue, de Berger Éditeur, on a dit, c'est un peu facile comme titre, j'en conviens, c'est un peu fastoche, quoi, mais on a mis des guillemets, et quand un président de la République vous offre un titre d'un livre, franchement, ça ne se refuse pas. Mais ça, c'est le titre. Le sous-titre est plus explicite et pour moi est plus important sur le contenu et le fond du livre, c'est de dire libre réflexion au pluriel sur la démocratie en France. Car je considère, autant mon premier livre était, comme vous l'avez dit, peut-être un peu un coup de gueule, un truc comme beaucoup d'Alsaciens l'ont ressenti, autant celui-là, c'est plus le sentiment que ce qui arrive à la région Alsace, c'est en fait une illustration d'une démocratie malade dans laquelle on vit. Bon, c'est banal de le dire, excusez-moi, hein, mais que la démocratie française ne se porte pas bien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays, du point de vue du fonctionnement des institutions. Ce qui se passe ces derniers jours, c'est encore une illustration, s'il en était besoin. Et l'approche que j'ai plus dans ce livre par rapport au précédent, c'est de dire le problème alsacien, en fait, est un problème français. En fait, c'est le reflet d'une problématique française où les institutions politiques ne fonctionnent pas comme elles devraient. Alors on va vous dire, oui, ok, mais Wikipédia rappelle 86, ils disent 82, mais c'est 86 que la région Alsace existe, et elle a existé avant 86, elle existera après 2016. Et ce mot, cette réalité reste tangible pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent l'Alsace avant, l'Alsace après, finalement, qu'il y ait une région Alsace n'est pas si important que ça? Je réponds que le terme Alsace, il disparaît quand même de manière incroyable de la circulation ces derniers temps. Je ne sais pas si vous êtes sensible. Vous prenez des trains, c'est des trains Grand Est. L'INSEE Alsace n'existe plus. Dès que le Grand Est a été créé, on a supprimé l'INSEE Alsace, ce qui interdit toute approche chiffrée de la réalité économique, sociale de la région. Le terme Alsace est de plus en plus balayé de partout de la scène. Il a aussi disparu, on l'a vu cette semaine dans la presse, un livre de géographie a fait disparaître l'Alsace. Alors, bien sûr, on peut tous avoir un sentiment personnel, subjectif d'être alsacien, chacun a son histoire avec ça, c'est plus ou moins important, c'est plus ou moins, ça prend plus ou moins d'importance dans son spectre d'identité, mais il y a une réalité il n'y a plus d'institutions représentative de la région, ce qui veut dire qu'il n'est plus possible de porter cette histoire, et cette singularité, et cette rhénanité sur le plan institutionnel. Donc l'Alsace, elle a bien disparu d'une certaine manière, il faut bien le reconnaître. Appelons un chat, Hollande avait tort sur beaucoup de choses, mais il n'avait pas tort quand il a dit ça. Alors, on va vous dire évidemment que cette réforme régionale a été voulue pour mettre les régions à l'échelle de l'Europe. On parle de carré critique, le fameux deux fois la Belgique, en l'occurrence pour ce qui est le Grand Est, et que ce serait une vraie critique pour l'action économique notamment, et l'action économique c'est aussi l'emploi de nos enfants et de nos petits-enfants, et que bref, nos régions étaient des nains, et qu'elles seraient devenues enfin à taille européenne. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça? Je leur pose la question s'ils sont déjà allés à Bâle. Bâle, chacun sait qu'est-ce qu'ils sont pauvres les gens là-bas. Vous allez à Bâle, vous êtes frappés par la misère de ce pays. C'est incroyable ce que les gens sont pauvres là-bas. Et la démocratie là-bas, mais c'est forte s'ils demandent les gens qu'est-ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte, c'est démocratiquement, c'est un pays arriéré, on ne peut plus. Et du point de vue économique, c'est une catastrophe, cette pauvreté qui règne dans cette ville. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois que j'y vais. Ah ben, vous savez qu'il y avait une votation pour savoir si Basel-Land et Basel-Stadt, ils devaient les mettre ensemble. Réponse, non. Alors, ces Suisses sont vraiment bornés, ils n'ont vraiment rien compris. Ils devraient mettre, je ne sais pas moi, la Suisse, deux cantons, ça suffirait, si vous voulez se mettre à l'échelle européenne. Je veux dire, cet argument, il est vraiment idiot. Il est comme si tout était une question de taille. On veut être concurrentiel par rapport à l'Inde allemand. C'est ça, en gros, 5 millions d'habitants. Sauf ce qu'on oublie, c'est que le budget de nos régions, à taille égale, sera 10 fois inférieur. 10 fois inférieur à celui des Länder allemands. Un petit correctif là-dessus, les Länder ont quand même des compétences que n'ont pas nos régions, il faut quand même aussi voir ça. Ça aussi, ça intervient dans le débat, mais quand même, vous imaginez le Grand Est faire poids égal avec le Bade-Württemberg ou avec la Bavière, mais qui ici, raisonnablement, peut penser une chose pareille.
La taille critique, ça ne veut rien dire. Là, vous savez, Richert, quand il parlait du Grand Est, avant son retournement de veste, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, il disait, vous vous rendez compte, cette région, ça sera grand comme 2 fois la Belgique, mais c'est pas possible. Et maintenant, quand il parle, le même Richert, de la même région qu'il préside, vous vous rendez compte, notre région, elle est grande comme 2 fois, là. Là, eh bien, la Belgique. Donc, si vous voulez, cette histoire de taille, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Et concrètement, quand on parlera peut-être un peu tout à l'heure du fonctionnement du Grand Est, on verra que ce machin, c'est un truc aberrant, complètement aberrant, qui marche sur la tête. Et je crois qu'actuellement, moi je sens un peu autour du livre, autour de ce qui se dit, il y a une espèce de changement, parce qu'au début, les gens étaient un peu comme moi, un peu affectifs, la démocratie, etc. Mais maintenant, les gens commencent à piger que ce machin-là, ça ne tient pas la route. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Et pour que ça marche, il faut qu'on nous gave de Grand Est, Grand Est, Grand Est, Grand Est, Grand Est. Vous savez quel est le budget communication du Grand Est pour l'année 2013? Vous le saviez peut-être parce que vous aviez donné là-dedans, moi on me l'a dit, 7 millions d'euros. Donc on paye 7 millions d'euros pour qu'on nous explique pendant 1 an qu'on est Grand Est, Grand Est, Grand Est, Grand Est, à la louche. Vous allez au Racing, c'est marqué en haut, Grand Est vous accueille, le Grand Est vous accueille. Vous prenez le train, c'est Grand Est. Et vous ne pouvez plus ouvrir le journal sans tomber sur Grand Est. C'est une espèce de cavage d'oie, une espèce de cavage, Grand Est, Grand Est, Grand Est, Grand Est, c'est ça. Et si on a besoin de gaver les gens de cette manière-là, franchement, si c'était un truc naturel, qu'on avait envie de ce truc-là tous naturellement, ah, moi je me sens Grand Estien, ah, qu'est-ce que c'est chouette, on n'aurait pas besoin de dépenser 7 millions d'euros dans un budget annuel de communication pour nous expliquer que le Grand Est c'est super, c'est génial. Alors, vous disiez que... Vous dites que c'est un problème de démocratie française. Alors, je rappelle quand même, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes juriste. Les opposants à la réforme, on le sait, ont tenté de faire jouer la Charte européenne des pouvoirs locaux et régionaux, que la France a signée, qu'elle a ratifiée, qui aurait voulu qu'il y ait consultation et très probablement référendum pour ça. Mais c'est le Conseil d'État qui a dit que non, c'était pas la peine. Et que finalement, ceux qui l'avaient fait sans aux autres consultations que celles des élus avaient eu raison. Mais est-ce qu'il y a donc un vrai problème de démocratie française? En tout cas, le Conseil d'État n'est pas de votre avis. Si on part de l'idée que la justice, l'appareil judiciaire, fait partie, l'indépendance de nos juges, fait effectivement partie de la démocratie, il y a effectivement un grave problème. Parce que ce que vous avez évoqué, les procédures judiciaires, vous l'avez dit, lorsque la loi est sortie, le Conseil constitutionnel a d'abord été saisi. Il a écarté. En vertu d'une jurisprudence, je ne suis pas grand spécialiste de droit constitutionnel, mais en vertu d'une jurisprudence, semble-t-il, constante. Bien. Lorsque le décret organisant les élections a été promulgué, un professeur émérite de la faculté de droit de Strasbourg, M. Robert Herzog, que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, en tout cas ceux qui sont passés par Sciences Po, c'est une référence en droit public en France. Robert Herzog tient le raisonnement suivant. Il dit, une jurisprudence constante du Conseil d'État dit la chose suivante. Si un décret est pris en vertu d'une loi qui est illégale, ce décret doit être annulé. Point barre. Jurisprudence constante du Conseil d'État là-dessus. Pendant l'été 2015, donc celui qui a précédé les élections, M. Herzog consulte quand même des éminences parisiennes. Lui en est une, mais il y en a d'autres qui consultent. Des collègues parisiens qui disent qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il y a une jurisprudence constante du Conseil d'État. On y va, tu peux y aller. Il y va d'ailleurs avec, vous vous souvenez peut-être, avec M. Lefel, l'ancien sénateur, Daniel Lefel. Ils y vont. Et le Conseil d'État les envoie balader. Il les envoie balader, pourquoi? Au motif que c'est un problème de procédure. C'est un problème de procédure, donc le Conseil d'État ne serait pas compétent. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec des histoires, des problèmes juridiques, mais sachez quand même, je sais qu'il y a quelques juristes dans la salle, ils ne vont pas me contredire, que lorsqu'une juridiction est saisie, la question de procédure fait partie de la question de fond. Vous l'entendez tout le temps à la radio, que les avocats font d'abord valoir un problème de procédure, et si la procédure n'est pas respectée, ben, le tribunal il envoie balader
le requérant, si vous voulez. Voilà. Et ça s'explique, ça s'applique au droit civil, au droit pénal, au droit administratif.